Merci Betsy de te prêter au jeu des questions-réponses. C'est sympathique parce que ça change un peu des présentations usuelles et unilatérales. Donc déjà merci là-dessus. Première question du coup sur le contexte qui a été évoqué à la table ronde précédente. Un contexte qui va être largement remué, on va dire, sur les aspects de réglementation. Comment tu vois les choses et quels sont les impacts que tu envisages sur la mesure dans l'environnement digital en particulier? Merci Paul pour la question et bonjour à tous. Moi je suis vraiment ravie d'être avec vous, surtout après une aussi belle table ronde qui était vraiment très très instructive. Oui, bah alors 2024, pivot de la mesure, je pense qu'on l'a tous en tête, hein, on peut se le dire, on est entre nous. On est quand même en train de vivre des changements structurants qui sont liés principalement à 3 grandes tendances fondamentales que je vais peut-être rappeler pour le contexte, mais je pense maintenant, après cette journée, que vous les avez en tête. La première tendance fondamentale, peut-être la plus importante, c'est les attentes des consommateurs qui sont de plus en plus élevées en matière de protection de la vie privée et puis de leurs données personnelles. Je pense que ça a été abondamment rappelé. Et en réaction à ces attentes, on observe des changements à la fois technologiques et réglementaires. Technologiques, ça c'est sûr, vous l'avez en tête, c'est le fait que les navigateurs impulsent des changements. Ils s'éloignent progressivement des technologies comme le cookie tiers. Ça a commencé il y a quand même déjà longtemps, hein, en 2019 avec Apple, suivi par d'autres navigateurs. Et grosso modo, ça va s'achever l'année prochaine avec la déprécation des cookies tiers de Chrome. Sur le pan réglementaire, je pense qu'on a les idées claires maintenant. Il y a évidemment des réglementations de plus en plus fortes en matière de contrôle, d'encadrement, de la façon dont les entreprises collectent et utilisent les données des utilisateurs. C'est une tendance mondiale. Là, on a beaucoup vu l'Europe. L'Europe est en avance, c'est vrai, mais c'est une tendance mondiale, ça je voulais vous le dire. Et au niveau de l'Europe, là aussi, on l'a vu tout à l'heure, il y a presque, je dirais, un fil rouge, une colonne vertébrale, qui est quand même ce sujet du consentement, ça a été rappelé par Marie-Laure Denis, qui est très très important. Commencé en 2001 avec la e-privacy, poursuivi avec GDPR, et en 2024, qu'est-ce qui se passe? Ils en ont parlé, le DMA qui va renforcer ce sujet. Donc pour nous, en tant que dans l'univers, l'industrie du marketing digital, les données consenties vont vraiment évidemment jouer un poids, on va avoir un poids très très important. Voilà un petit peu pour le contexte. Merci. Du coup, dans ce contexte, un changement significatif, la question qu'on est nombreux à se poser, c'est quelles sont les alternatives que propose Google, en particulier Google Ads, du coup, pour finalement permettre à l'ensemble des acteurs du marché, qu'ils soient annonceurs, éditeurs, AdTech, finalement l'ensemble de la chaîne programmatique, à répondre aux différents cas d'usage qui sont impactés. Quand j'entends ta question, j'entends peut-être aussi un peu d'inquiétude dans ce monde de transformation. C'est sûr que toutes ces transos, elles peuvent donner peut-être un peu le vertige. Franchement, je le reconnais, je le comprends. Quand on est face à de l'incertitude, grosso modo, il faut savoir se dire, bon, qu'est-ce que je sais et qu'est-ce que je ne sais pas. Et opérationnellement, ce que l'on sait, nous, aujourd'hui, là, déjà après quelques années, puisque je vous ai dit que tous ces changements, ils avaient déjà commencé. Au fond, l'industrie du marketing digital, elle a déjà commencé à se mettre en ordre de bataille. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a déjà près de 70% du trafic web en France qui n'est plus basé sur des cookies tiers. Et pour autant, on arrive à fonctionner, pour autant, on continue à avoir de la performance. Et ça, franchement, c'est un élément de réassurance. Pour autant, j'entends dans ta question qu'il y a encore une part d'incertitude. Et quand il y a une part d'incertitude, il y a forcément la préparation qui est clé. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour se préparer, quoi. Ça, c'est sûr. Alors, tu parles de préparation. À ton sens, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour la mettre en œuvre, justement, et sachant que les deadlines sont assez imminentes, Google Chrome a annoncé la dépréciation d'1% des cookies tiers dès le 1er janvier, donc c'est vraiment dans très peu de temps. Oui, des actions concrètes, effectivement, je pense que c'est important que je vous en donne. Et peut-être qu'avant de vous dire notre vision des actions concrètes qui peuvent nous aider justement à gérer cette incertitude, je vais vous dire de quel point de vue je me place. Il y a mon titre à l'écran. Donc moi, je vous parle du point de vue de Google Ads. Google Ads, côté buy-side. Donc je vous parle du point de vue de l'AdTech. Et nous, côté Google Ads, nous, on a une certitude, c'est qu'on peut bâtir une stratégie de mesure durable. C'est un peu le sujet du jour, d'activation et de mesure durable. Mais que ça va passer par une combinaison de solutions. Alors c'est sûr, c'est moins confortable que le monde qu'on a tous connu, avec ce petit véhicule technologique qu'est le cookie tiers, et qui était un peu notre langage commun, notre grammaire commune, qui nous facilitait la vie, qui n'avait pas été inventé pour ça d'ailleurs, mais qui finalement avait trouvé sa place. Mais pour autant, d'accord, c'est un élément de complexité, mais il y a une combinaison de solutions. Au fond, nous, on voit ça un peu comme un triptyque, pour faciliter un petit peu la mémorisation. Premier pilier de ce triptyque, je pense que vous l'avez en tête aussi, c'est le sujet des données propriétaires.
Il faut absolument, si vous n'en avez pas ou pas beaucoup, vous ne vous êtes pas encore posé la question, et si vous êtes un annonceur, il faut absolument bâtir ce socle des données propriétaires et consenties. Encore une fois, je ne reviens pas sur les sujets réglementaires. Pourquoi elles sont importantes, ces données propriétaires? Parce qu'elles vont survivre à tous ces changements. Elles sont là, elles vont durer, elles ont énormément de valeur. Et un de leurs principal intérêt, c'est quoi? C'est qu'elles peuvent être utilisées pour informer, enrichir les algorithmes d'enchères qui, eux, vont à leur tour, aussi grâce avec un petit peu d'intelligence artificielle, vous garantir de bons ciblages, vous garantir une optimisation des campagnes et aussi vous garantir une mesure pertinente. Donc vraiment, cette donnée propriétaire, fondamentale, pilier numéro 1. Pilier numéro 2, c'est complémentaire, c'est l'intelligence artificielle. C'est un outil qui est vraiment utile. Pourquoi il est important et pourquoi il est complémentaire? C'est que les données propriétaires, on le sait, on en a quand même de moins en moins. De la donnée de manière générale. On est quand même maintenant dans une phase un peu plus de plus grande frugalité de la donnée. Et donc quand on n'a pas assez de données pour comprendre ce qui se passe, on a besoin d'en passer par l'IA, entre autres. Et l'IA, elle nous donne des capacités de modélisation, puisque notre sujet, c'est la mesure aujourd'hui. Et enfin, troisième pilier, toujours dans une logique de complémentarité, les nouvelles technologies qui ont pour objectif de poursuivre et de remplir les cas d'usage que tu as mentionnés, mais tout en étant dans le respect de la vie privée des utilisateurs. Et parmi ces nouvelles technologies, je pense que vous y songez aussi, ce sont les API de la Privacy Sandbox, mais quand elles seront prêtes, évidemment. Alors justement, à propos de la Privacy Sandbox, il y a beaucoup de questions qui se posent. Je pense beaucoup d'attentes et globalement aussi un certain brouillard pour l'ensemble des acteurs du marché. Est-ce que tu peux nous préciser le planning de déploiement de la Privacy Sandbox, sachant la concomitance du planning de la CMA, organe de régulation, qui s'exprimera sur la licéité de cette Privacy Sandbox? Et deuxième question à ce propos, c'est où sont finalement les tests des différentes API au sein de l'environnement Google Ads, donc en particulier sur DV360 et sur Campaign Manager, et quand est-ce que finalement on pourra réellement le mettre en œuvre d'un point de vue opérationnel pour les éditeurs, les annonceurs, sachant qu'à nouveau on parle du 1er janvier. Oui, alors très bonne question. Donc, je vais y répondre, mais encore une fois, je souligne de quel point de vue je réponds. Donc là, je représente Google Ads. Google Ads, c'est une ad tech. Une ad tech parmi d'autres, comme Criteo, Teads ou d'autres qui sont peut-être dans la salle, que je salue d'ailleurs. Et donc, à ce titre, nous collaborons avec Chrome, qui est en charge de bâtir les technologies de la Privacy Sandbox de la même manière que les autres ad tech. Et nous avons le même niveau d'information que le reste du marché, pour être très clair. Donc pour ta question, déjà, la première partie de ta question, qui porte sur le calendrier, qui est évidemment une question qui préoccupe tout le monde et que je comprends. Sur le calendrier, nous, on a l'information que nous met à disposition Chrome, et Chrome nous indique que la déprécation des cookies tiers, ça va se faire à partir de H2 2024. Et donc ça, c'est notre hypothèse de travail. C'est de notre point de vue la meilleure estimation qui est à notre disposition aujourd'hui. Et c'est donc notre hypothèse de travail sur laquelle nous construisons tout notre plan de testing et de préparation pour être prêt donc pour H2 2024. Alors moi, je dois dire quand même que cette hypothèse de travail, on est assez confortable avec ça parce qu'on estime qu'il y a quand même des signaux encourageants aujourd'hui, qui sont donnés notamment par Chrome, qui nous permettent de bâtir notre plan sur cette hypothèse. Je peux vous en donner quelques-uns. Le fait que Chrome ait annoncé la General Availability en septembre, ça en fait partie. Le fait que Chrome soutienne officiellement des tests à grande échelle, en situation réelle, notamment avec, tu l'as mentionné, une déprécation des cookies tiers sur 1% du trafic mondial à partir de janvier. Pour nous aussi, ça va dans le bon sens parce qu'on est très intéressé par ces sujets de tests en situation réelle, ou le fait que Chrome ouvre la porte à des partenariats avec des acteurs qui ne sont pas nécessairement des ad tech, mais des acteurs importants de l'écosystème publicitaire. Pour nous, c'est important. Donc, on est engagé, on continue à tester, on est engagé à tester et à intégrer les API dans nos outils publicitaires. Je pense aussi là que c'est important de le souligner parce que je pense que c'est souvent ignoré. Nous, les API, on va les intégrer dans le back-end de nos produits publicitaires, qu'ils soient Google Ads ou DV360. Dans le back-end, ça veut dire qu'en fait, nous n'attendons pas d'action particulière de la part des utilisateurs de nos plateformes, des annonceurs. Donc, si on ne vous demande rien, c'est normal. C'est parce que ces intégrations vont être natives. Et comme tu le sais, on a commencé à tester cette année. Les premiers retours de test nous paraissaient satisfaisants et on va continuer à tester et on communiquera
ça dès que ce sera possible. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais ce que nous prouvent nos premiers retours de test, et puis on a aussi publié là, début novembre un article sur le Help Center pour vous redonner un petit peu notre vision sur les cas d'usage, notamment de remarketing. Ce que nous prouvent les premiers retours de test, c'est que ça fonctionne et c'est satisfaisant, à condition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de bien combiner ces nouvelles technologies, donc ces API, avec un ensemble d'autres solutions. Et je l'ai dit, et c'est vrai, c'est ce qu'on a mis en test, les données propriétaires et bien sûr un peu d'intelligence artificielle. Quand on combine les trois, ça fonctionne. Donc on est engagé, on continue, on communiquera, ne vous inquiétez pas, et je dirais même, on a hâte. Alors de même, on est assez impatient. N'est-ce pas ? Sur les alternatives aux cookies, on parle beaucoup des identifiants alternatifs, justement. Dit universel pour certains, on en a parlé un peu ce matin, certains annonceurs se sont exprimés sur des tests qui sont d'ores et déjà mis en œuvre. La posture de Google jusqu'à maintenant, c'était de ne pas les intégrer. Sachant qu'aujourd'hui, d'un point de vue achat, DV360, ça représente pas loin, les 3/4 finalement de l'investissement programmatique en France. Alors, pour le coup, chez Publicis, c'est un peu moins que ça. Néanmoins, voilà, c'est absolument incontournable. Par ailleurs, ces identifiants ne sont pas lisibles côté ad serving sur Campaign Manager qui équipe quasiment l'intégralité des annonceurs. Je ne sais pas s'il faut se réjouir, mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, au final, ces identifiants-là, ils ne circulent pas. On ne peut pas faire du cross-site en adressage, on ne peut pas les lire sur l'ad server qui reste notre outil de mesure traditionnelle, on va dire. Donc, quelle est la position de Google à ce propos et ton avis là-dessus ? Très bonne question. Bon, je la comprends cette question, surtout avec l'audience qu'on a. Je pense que peut-être pour y répondre, c'est utile pour moi de revenir sur le point de départ de qu'est-ce qui motive nos décisions et donc nos évolutions technologiques. Je vous l'ai dit un petit peu en introduction, ce qui est important pour nous, c'est d'abord d'écouter les consommateurs, les utilisateurs finaux. Et quand on les écoute, ça fait quand même quelques années qu'ils nous disent qu'ils sont au fond très inquiets. Alors j'ai quelques chiffres en tête que vous avez probablement aussi, mais il ne faut pas les balayer de la main. Nous, on fait régulièrement des panels et ça fait plusieurs années qu'on suit un petit peu ces tendances-là. Mais aujourd'hui, encore aujourd'hui, ils sont quand même près de 80% à nous dire nous, on est vraiment très, très inquiets de la façon dont nos données personnelles sont utilisées en ligne. Ces motifs d'inquiétude, ils sont multiples. Ça peut être bien sûr des notions de sécurité, donc hacking, etc. Mais ça va jusqu'à la façon dont c'est utilisé par les marques, la façon, aussi le contrôle que les utilisateurs ont l'impression ou pas d'avoir pour réviser un petit peu les choix de partage qu'ils ont peut-être émis à un moment donné. Comment revenir en arrière, ce genre de choses. Donc 80%, franchement, c'est un chiffre assez élevé. J'ai un autre chiffre que j'ai vu souvent passer dans nos panels aussi, c'est 87% d'entre eux se disent que franchement, ils donneront la préférence aux marques qui leur donnent des garanties de protection de leurs données. 87%, ça c'est vraiment important. Et donc ça veut dire qu'on commence à avoir un effet un petit peu de contagion sur les préférences de marques, etc. Donc c'est important. Et en même temps, c'est vrai, je reconnais aussi que ces mêmes consommateurs nous disent que pour les 3/4 d'entre eux, la publicité c'est d'accord, mais à condition que cette publicité soit totalement personnalisée et qu'elle corresponde à leur centre d'intérêt. Alors oui, là c'est un petit paradoxe, on est d'accord, mais il faut apprendre à vivre avec. Et au fond, nous on considère qu'on ne peut pas continuer en fait en ignorant ces nouvelles attentes des utilisateurs. C'est ça notre point de départ. Ça veut dire qu'il faut une nouvelle démarche, et ça veut dire que si dans cette démarche, si cette démarche consiste à substituer à une technologie de tracking cross-site très granulaire, individuelle, au niveau utilisateur, comme le cookie aujourd'hui, si ça consiste à remplacer ça par une technologie du même acabit, au fond, on n'aura pas vraiment atteint l'objectif qu'on s'est donné. Donc nous, notre point de départ, qui est vraiment important, c'est de ne pas aller dans cette direction. D'autant que nous, on est persuadés qu'il est totalement possible de combiner performance marketing et protection, respect de la vie privée des utilisateurs. On pense que ce n'est pas antinomique. On peut fonctionner. Donc, ça serait dommage de ne pas le faire si on peut le faire. Alors, du coup, dans ce cadre, si les identifiants ne circulent pas dans le stack Google, avec la Privacy Sandbox dont on a évoqué le planning qui reste aujourd'hui assez évasif, comment on va pouvoir mettre en œuvre les cas d'usage liés au ciblage publicitaire, à la gestion de la répétition et à la mesure de la performance, en particulier la mesure de performance bas de funnel d'un point de vue annonceur. Oui, mais je pense que j'ai déjà un petit peu répondu à cette question. Je vois aussi le temps qui passe. Mais donc, le triptyque dont je vous ai parlé, il faut le garder en tête. Pour nous, c'est ça qui va fonctionner.
Et peut-être pour ouvrir le débat, et puis je suis à la disposition de ceux qui veulent en parler ensuite, hein. Au fond, qu'est-ce qui est en train de se passer, Paul? C'est qu'on est en train de transitionner d'un monde de précision à un monde de prédiction. Alors quand je dis prédiction, vous pensez intelligence artificielle, donc forcément vous dites ah là là, on va passer dans le tout modélisé, dans la mesure complètement probabiliste. Bah non, en fait non. La mesure déterministe, elle n'est pas morte, elle est vraiment importante. C'est pour ça que j'insiste autant sur la donnée propriétaire. Et ensuite, ces modèles d'IA, eh ben, ils ne peuvent pas tout faire non plus. Ils ont besoin d'être calibrés de temps en temps. Et la bonne façon de les calibrer régulièrement, c'est d'utiliser des méthodes, étonnamment, qui reviennent un petit peu en force, là, comme des MMM. Donc d'ailleurs, les agences peuvent totalement accompagner les clients là-dessus. Donc non, la mesure déterministe n'est pas finie. Oui, on va y arriver. Il y a juste un cercle un peu vertueux à trouver entre données propriétaires, IA et MMM. Mais je suis assez confiante. Oui, 2024, c'est une année pivot sur les changements d'outils, mais aussi un petit peu de nos pratiques. Mais je pense qu'on va y arriver. Merci à tous. Merci, Betty. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.